CSE, mais pas que. Et il y en a donc sur la diversité des chances, sur l'égalité professionnelle, tout comme sur la QVT, la qualité de vie au travail, c'est ce qu'on sait qui est très important actuellement. On sait que l'égalité des chances en entreprise, ça arrive au 3e rang des préoccupations des salariés français, mais il n'y a pas que l'égalité au niveau portefeuille, comme disait Magali, il y a aussi donc la position managériale. Nous, au niveau des carrières féminines à Harmonie Mutuelle, en 3 chiffres clés, c'est simple, il y a 80% des collaboratrices donc, qui sont des femmes. On a un collaborateur sur 2 qui est une femme de moins de 45 ans, puisqu'au niveau des services de gestion, des services d'appel, de plateformes d'appel téléphonique, ce sont beaucoup des femmes. Et il y a donc 52% des femmes qui sont des cadres. Donc leur représentation est un peu plus faible sur les postes d'encadrement supérieur, mais grâce à un accord donc, pour soutenir l'égalité professionnelle, on est quand même arrivé à 41% des femmes qui sont des cadres de niveau 3, donc qui sont vraiment positionnées très très haut dans la hiérarchie. De toute façon, notre directrice générale, donc Catherine Touvray, elle-même est porteuse de projets donc, pour valoriser les parcours professionnels féminins. Puisque Catherine Touvray, c'est une personne qui a 47 ans, et c'est vrai qu'elle est à la tête donc, de Harmonie Mutuelle et qu'elle participe à la vie du groupe Vive, qui rattache donc plusieurs mutuelles, dont la MGEN et Harmonie Mutuelle, qui sont les plus gros porteurs. On a saisi la journée internationale des droits de la femme pour réaffirmer donc notre engagement en faveur de la mixité, la parité et d'égalité, puisqu'on fait quand même pas mal de communication envers nos salariés. Et pour renforcer cette démarche donc en faveur de la mixité et de l'égalité, il y a Harmonie Mutuelle qui a lancé un réseau interne, la Fabrique, donc, qui est un collectif pour favoriser la mixité des talents. Et cette année, ce collectif donc, propose un dispositif de mentorat, c'est-à-dire c'est une démarche collective et collaborative au service de notre développement personnel et professionnel. Donc personnellement, moi-même, je suis mentor et membre de la Fabrique donc, pour mettre à profit mes compétences et aider un ou une collègue dans son projet de vie perso ou professionnel, et notamment donc, sur des prises de conscience, de confiance en soi ou sur des sujets plus techniques tels que les outils numériques. Il y a beaucoup de points sur lesquels on peut évoquer, puisque ça peut très bien être sur un sujet complètement annexe en fait, à une vie professionnelle. Moi, personnellement, j'assume le rôle de tutrice de service civique donc, sur la fracture numérique au sein d'Harmonie Mutuelle. Donc, j'aide beaucoup mes collègues sur tout ce qui est outils numériques, puisque c'est quelque chose qui m'est assez simple d'expliquer. On sait qu'il y a aussi la sécurité au travail donc, qui reste la priorité. Donc la qualité de vie au travail, et pas que, puisque en ce moment c'est la qualité de vie au sein de son environnement personnel, puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent depuis leur cuisine. Donc au niveau d'Harmonie Mutuelle, on a pu mettre 4500 salariés donc, du jour au lendemain quand il y a eu le premier confinement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de l'égalité pro, puisqu'on a vraiment veillé à ce que toutes les personnes du plus petit au plus grand des salariés puissent bénéficier des mêmes avantages, et qu'on soit homme ou femme, on avait tous l'égalité en fait au niveau du professionnel pour l'installation chez soi et pouvoir travailler au maximum de ses capacités. Moi, je ferais juste un petit focus en plus sur tout ce qui est handicap, qu'il soit visible ou invisible. Donc, on sait que c'est un traitement particulier, en fait, puisque nous, à notre niveau, on n'a que 6% à peu près des personnes souffrant d'un handicap non visible qui osent se déclarer parce qu'ils ont peur de discrimination. Donc là aussi, on travaille énormément justement pour bien dire à nos salariés, même s'ils ont un handicap invisible, c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils se sentent coincés, on va dire, au niveau de leur évolution. Notamment quand on est une femme en plus, comme je dirais, c'est vrai que c'est encore plus à mettre en exergue. Voilà. Donc, il y a différents chiffres donc, qui révèlent la communication interne qui devrait être accentuée encore auprès des salariés, que tout ce qui est politique diversité au sein de l'entreprise soit encore plus mis en avant. Voilà, donc c'est les quelques mots que je peux vous dire au niveau de la diversité chez Harmonie. Après, n'hésitez pas à poser des questions, parce que j'ai certainement oublié des thèmes ou des petites choses au sein d'Harmonie.
Oui, peut-être si vous pouvez lever la main sur Teams quand vous souhaitez poser des questions. Donc là, vous pouvez poser des questions directement aux intervenantes. Sinon, donc en deuxième partie de la matinale, à partir de 9 heures, ce sera vraiment uniquement un temps d'échange où vous aurez la parole. Donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. C'est comme vous préférez. On va peut-être du coup passer aussi aux actions de FACE Grand Toulouse, puisque donc nous, en tant que club d'entreprise engagé RSE, on propose aussi des actions pour que les entreprises qui ne savent pas comment agir pour l'égalité professionnelle puissent s'engager facilement sur le terrain et au sein de leur entreprise. Donc, je vais donner la parole à Michel Bennaja, donc, qui est chef de projet éducation et qui va vous présenter toutes les actions que les entreprises peuvent mettre en place sur la sensibilisation des jeunes à la mixité des métiers. Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai préparé un petit document que va nous diffuser Magali. Donc, je suis chef de projet éducation et culture à FACE Grand Toulouse. FACE Grand Toulouse œuvre énormément en matière d'éducation, essentiellement sur le quartier d'éducation prioritaire. Je vais vous présenter les dispositifs phares qui permettent de mettre en avant la mixité des métiers, car comme l'a dit Magali, l'égalité commence dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup de stéréotypes genrés sur certaines familles de métiers, comme le bâtiment par exemple, les secteurs médico-sociaux, également le numérique. Nous avons des dispositifs phares que je vais vous présenter, qui sont le projet technique, Wi-Fi, mais également la mixité commence également par les stages de troisième et nous allons aussi l'évoquer. Pour commencer, le projet technique, c'est un dispositif qui permet de faire découvrir des métiers industriels aux élèves. Comme je vous l'ai dit, certains métiers sont fortement genrés et les élèves ont beaucoup de mal à se projeter dans des métiers dits techniques sur lesquels les hommes sont très très présents. Je pense notamment au métier du numérique, également au métier de l'aéronautique. Donc ce dispositif phare permet chaque année à près de 1500 à 2000 élèves sur Toulouse de bénéficier de témoignages de collaborateurs et collaboratrices via un mode projet, à savoir que les témoignages sont suivis de séances de créativité où les élèves vont répondre à une problématique en lien avec l'industrie et ensuite réaliser une maquette et un film de présentation qui donnera lieu ensuite à un concours. Quelques photos d'intervenantes. Alors, le hasard fait qu'il y a une jeune femme qui est sur une photo qui est présente avec nous, qui est Louise Ricot, qui travaille chez CGI. CGI a une culture RSE très importante et participe activement aux actions de FACE Grand Toulouse. Et Louise est ambassadrice RSE, a participé ainsi au projet technique. En haut, vous voyez une jeune femme qui est ingénieure en mécanique de la société Liber Aerospace, qui est également très présente sur technique. Ces intervenantes sont vraiment d'une aide précieuse pour montrer aux jeunes filles que tout est possible et que les femmes ont tout à fait leur place dans les métiers techniques et dans les métiers à forte technicité, mais rien ne doit les arrêter et c'est vrai que les jeunes filles se mettent beaucoup de barrières et grâce à ces jeunes femmes qui interviennent sur nos dispositifs, permettent d'élargir leur périmètre et leur champ des possibles. Une autre action également qui est très présente sur Toulouse depuis cette année, qui est nouvelle, à laquelle nous tenons beaucoup, c'est l'action Wi-Fi, qui est un parcours de découverte des métiers et compétences du numérique pour des jeunes filles entre 13 et 17 ans. Cette action est nouvelle, nous y tenons beaucoup. Elle a fait l'objet de reports suite au précédent confinement. Elle se déroule actuellement en plein cœur du Mirail sur la cité éducative du Grand Mirail, au collège Stendhal, qui est en zone d'éducation prioritaire. Et tout au long de ce parcours qui dure 5 mois, tous les mercredis après-midi et quelques jours pendant les vacances scolaires, des jeunes filles vont bénéficier du témoignage de femmes qui travaillent dans l'industrie du numérique, mais vont pouvoir également pratiquer en menant des ateliers de programmation et d'initiation à l'intelligence artificielle. Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation Fortil, et également de la Caisse d'épargne, mais aussi de la préfecture et de la région Occitanie. La cité éducative nous finance également sur le collège Stendhal. Ici, vous voyez des photos de collaboratrices de la société Hippon Technologies qui sont venues en classe faire découvrir le métier de coach agile et de développeuse auprès des jeunes filles. Et en haut, vous pouvez voir une collaboratrice de l'école ISEG de management et de communication et de marketing pour un atelier Canva auprès des jeunes filles. Cette action bénéficie également d'un fort soutien de la part du rectorat
Et nous avons l'honneur et la chance cet après-midi d'accueillir Monsieur le recteur Moustapha Fouar au collège Stendhal. L'animation cet après-midi est assurée par des collaboratrices de CGI qui pourront également pouvoir témoigner de leur engagement dans nos actions. Il faut savoir que cette entreprise est signataire également du pacte, plan d'action pour les quartiers et pour toutes les entreprises. Le pacte, c'est une manière très forte pour les entreprises de pouvoir s'engager auprès du public d'éducation prioritaire, tant au niveau de l'emploi que de l'éducation. Également, faire témoigner auprès des jeunes de la mixité dans les métiers, c'est intervenir sur les forums métiers. Les forums métiers, chaque année, de nombreuses entreprises participent, notamment GRDF, Suez, Collins Aerospace, La Poste. Toutes ces entreprises viennent au forum des métiers auquel nous participons chaque année au mois d'octobre, qui est destiné aux élèves de 3e d'éducation prioritaire. Les entreprises peuvent également participer à des événements du type rendez-vous métier à la Maison de l'Orientation de Bellefontaine, avec laquelle nous bénéficions de partenariat. Donc sur ces photos, vous voyez par exemple Nadia Elal et Charles Gouy de l'entreprise de GRDF qui sont venus témoigner très fortement de la place des femmes dans les métiers techniques de GRDF. Nous avons également des collaboratrices de Suez qui sont, vous voyez la photo sur le milieu du PowerPoint, qui témoignent également des métiers de Suez, notamment tout ce qui est valorisation et traitement des déchets, qui bénéficient d'une image très genrée. Or là, ces jeunes femmes ont pu témoigner auprès des élèves sur ce forum des métiers. Et puis à droite, l'entreprise Collins Aerospace, toujours les métiers de l'aéronautique qui sont connotés très masculins. Les stages de 3e également font partie des dispositifs pour pouvoir montrer aux élèves que toutes les femmes ont leur place dans les métiers dits techniques, mais également tous les métiers médico-sociaux bénéficient également d'une image très genrée. Et chaque année, à FAS Grand Toulouse, l'égalité, c'est vraiment au cœur de nos actions. J'en profite pour vous informer d'une initiative dont Magali est à l'origine. Donc actuellement, à la Maison de la Citoyenneté du centre-ville située près du centre Saint-Georges, a lieu une exposition de photos réalisées par des élèves qui s'appelle Un genre de photos. Ce sont des élèves qui témoignent par le biais de phrases chocs de leur engagement en faveur de l'égalité. Et je vous invite à aller voir cette exposition magnifique qui a lieu jusqu'au 27 mars. Si vous avez des questions dans la deuxième partie, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Merci Michel. Donc effectivement, là, avec toutes ces actions, on voit bien que en fait, le rôle des entreprises ne va pas se limiter seulement à ce qui se passe en interne. C'est déjà énorme tout ce qui se passe en interne, on l'a vu avec les 9 domaines, mais les entreprises, elles peuvent s'engager en dehors de leur entreprise, vraiment sur le terrain auprès des jeunes, parce que voilà, la mixité des métiers, toutes les barrières qui sont dans l'entreprise, elles se construisent avant que les femmes arrivent sur le marché du travail. Donc, c'est aussi le rôle des entreprises de s'engager au-delà de leur activité pour favoriser après la mixité des métiers et puis l'égalité professionnelle au sens large. Je vais vous présenter donc également un autre volet des actions de FAS Grand Toulouse en faveur de l'égalité professionnelle, et ça va être tout notre volet formation, puisqu'on a mis en place donc une nouvelle offre de formation à destination de toutes les organisations. Donc c'est vrai que les entreprises adhérentes bénéficient de réductions sur nos prestations, mais toutes les organisations peuvent avoir accès à cette offre. Donc cette offre de formation, elle fait intervenir une vingtaine d'intervenants et intervenantes spécialistes de sujets RSE. Donc il y aura 4 axes principaux sur cette offre de formation: l'égalité femmes-hommes, l'inclusion et la diversité, la RSE et la qualité de vie au travail. Donc là, je vais vous présenter principalement puisque c'est en rapport avec la thématique de la matinale du jour, les formations sur l'égalité femmes-hommes. Donc il y en a 5. Une formation générale sur l'égalité professionnelle qui vous présente les obligations légales des entreprises, qui sont variables en fonction du nombre de salariés, et qui vous présente donc les 9 domaines avec des exemples de bonnes pratiques à mettre en place pour chacun des 9 domaines. Il y a une formation qui est spécifique à la mixité des métiers. Pourquoi et comment agir, donc à travers le recrutement, la formation, la qualification. Il y a de nombreux leviers possibles en fait pour favoriser la mixité des métiers en entreprise,
Et cette formation donc, peut vous permettre d'avoir ces clés. Après, il y a une formation sur la promotion des femmes à des postes à responsabilité. Parce que c'est vrai qu'en fait, les entreprises ne manquent pas de motivation pour agir. Déjà, il y a le cadre légal qui les contraint à avoir une vigilance sur tous ces sujets-là. Mais il y a aussi donc, le lien avec la performance que j'ai abordé plus tôt. Donc, les entreprises ont vraiment des motivations à agir, sauf que souvent, elles n'ont pas forcément les moyens, les connaissances, les compétences pour pouvoir le mettre en place. Et elles n'ont pas forcément non plus tous les moyens d'engager quelqu'un qui est spécialiste. Donc la formation, c'est un petit peu l'objectif, ça va être que l'entreprise puisse s'approprier tous les enjeux pour mettre en place des actions sans avoir recours à de la consultance ou voilà, ces choses-là. Donc c'est vraiment que l'entreprise puisse s'approprier tous les enjeux pour pouvoir favoriser l'égalité professionnelle. Il y a aussi une formation sur les entreprises contre les violences faites aux femmes. Donc là, c'est en lien aussi avec le projet CISE que donc la Fondation Agir contre l'exclusion anime à un niveau international. Donc le projet CISE, c'est un réseau d'entreprises qui s'engagent contre les violences faites aux femmes et notamment contre les violences conjugales. Parce que voilà, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, les entreprises, elles ont un rôle à jouer intramuros, on peut dire ça comme ça, mais elles ont aussi un rôle sur toutes les conditions de travail et sur toute l'égalité en général, dans l'égalité femmes-hommes en général dans la société. Les entreprises, en tant qu'entité vraiment indispensable, elles ont un rôle à prendre contre ces violences et contre ces inégalités. Donc là, c'est vraiment donner les clés aux entreprises pour agir contre les violences faites aux femmes, donc harcèlement, agissement sexiste en entreprise, agression, mais aussi toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales, puisque la majorité d'entre elles sont salariées. Et enfin, la dernière formation, ce sera sur l'articulation des temps de vie, puisque c'est un sujet primordial, puisqu'on sait que les femmes réalisent 75% des tâches domestiques, donc ça représente 1h30 par jour de plus que les hommes. Et donc, sur cette articulation des temps de vie, il y a un impact forcément sur la performance et sur la motivation et l'engagement des femmes dans le milieu professionnel. Et donc, c'est aussi un moyen pour les entreprises d'agir. En ce moment, on le voit bien avec le télétravail, ça a un impact fort sur la carrière des femmes. Donc, voilà, une des solutions, c'est de se former pour avoir toutes les connaissances et compétences pour agir au sein de l'entreprise et même au-delà sur l'égalité professionnelle. Voilà pour cette première partie. Je vous propose de passer donc à un temps d'échange où on peut répondre à vos questions. Vous pouvez directement interpeller les intervenantes sur les sujets qu'elles ont abordés. Et puis plus globalement, si vous avez des sujets égalité professionnelle à aborder. Je vois que Jean Assema lève la main. Bonjour Jean. Oui. Bonjour Magali, bonjour à tous. Je me permets d'intervenir parce que malheureusement je vais devoir vous laisser, donc je voulais faire deux petites remarques avant de partir. Donc la première, c'est que je ne sais pas si c'est un symbole, mais je constate que sur 15 personnes ce matin, nous ne sommes que 2 messieurs. Donc il y a peut-être encore du travail à faire pour sensibiliser les messieurs à ce thème-là, qui est très important, hein, comme Magali le disait en introduction, également pour la performance globale des organisations, sans parler de l'aspect moral, bien entendu. Et puis la deuxième remarque, c'est qu'en 2019, la direction de la Poste à laquelle j'appartiens a candidaté au label diversité de l'État. Donc c'est un label qui inclut les 23 critères qui traitent de la diversité, et notamment, bien entendu, l'égalité hommes-femmes. Et à cette occasion, je me suis rendu compte, puisque j'ai été amené à préparer cet audit qui a été fait par l'AFNOR, je me suis rendu compte de la difficulté de mesurer les choses, puisque notre système d'information à la Poste n'est pas calibré pour, par exemple, mesurer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et pour également tout simplement regarder la ventilation des effectifs hommes-femmes par classe. Chez nous, il y a 4 grandes classes, hein, agents, techniciens, cadres et cadres supérieurs. Et rien que ça, si vous voulez, rien que ça, pour savoir quelle était la proportion de femmes et d'hommes sur chacune de ces classes,
Ben, ça a demandé à mes collègues du SIRH un travail assez conséquent. Et donc, mon message principal, si vous voulez, ce serait de dire que pour traiter un problème, il faut déjà commencer par le mesurer. Et là, je vous avoue que je me suis heurté à des difficultés pour vérifier donc la ventilation des effectifs, la rémunération, le niveau de promotion, etc., etc. Donc les indicateurs les plus importants du sujet. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous faire passer ce matin, la difficulté de mesurer les choses pour bien cerner le phénomène et ensuite traiter les causes. Voilà. Merci Jean. Effectivement, en fait, la première difficulté auquel les entreprises et les organisations en général vont se confronter, ça va être cette partie diagnostic, donc qui est souvent réalisée en interne. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette phase de diagnostic, elle est obligatoire avec le rapport de situation comparé, l'index d'égalité femmes-hommes à publier, etc. Donc en fait, c'est vraiment cette première partie qui va représenter la première difficulté pour s'engager sur l'égalité femmes-hommes, puisqu'en fait, quand on vit dans une entreprise, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour voir toutes les difficultés que représentent voilà, toutes les inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Et c'est vrai que cette phase diagnostique, c'est la première partie de l'action des entreprises en interne sur l'égalité professionnelle. Donc ça peut représenter des difficultés. Il y a des associations, des instituts qui sont là aussi pour accompagner les entreprises dans cette phase diagnostique. Et puis c'est surtout l'idée que les outils, donc comme le disait Jean, les outils qui ont été pensés au niveau statistique, etc., n'ont pas forcément été construits pour diagnostiquer l'égalité professionnelle. Ça ne répondait pas à un des enjeux primaux de ces outils quand ils ont été construits. Donc il y a une remise en question aussi de l'ensemble de ces techniques, de ces outils bureautiques, des statistiques, de la remontée d'informations. Voilà, c'est toute une restructuration à mettre en place pour pouvoir diagnostiquer et calculer en fait au plus près les inégalités qui sont présentes dans l'entreprise. Et puis, mais après, voilà, c'est juste la première partie. La deuxième partie, ça va être la négociation, mettre en place des accords collectifs, et puis après, passer à l'action et mettre en place les mesures d'action et donc de prévention et puis de correction si nécessaire dans l'entreprise. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous ont d'autres questions, veulent intervenir sur les sujets qu'on a abordés? Peut-être témoigner de bonnes pratiques dans leur entreprise? Peut-être juste rebondir là sur le sujet des données, des statistiques. Sur l'index de l'égalité professionnelle, je sais que donc CGI l'a mis en place parce que c'est une grosse entreprise au niveau national et c'est assez critiqué parce que il me semble que les critères de l'index sont pas précis et que les syndicats par exemple critiquent CGI d'avoir choisi des indicateurs qui lui sont favorables. Donc il n'y a pas que le problème de la mise à disposition des chiffres, il y a après leur interprétation aussi et le choix des indicateurs. Bien sûr. C'est vrai qu'en fait, c'est un petit peu comme pour le rapport de situation comparée. En fait, je vous ai présenté les 9 domaines de l'égalité professionnelle et les entreprises, quand elles rédigent leur rapport de situation comparée, donc en fait, ça ne doit porter leur accord collectif ne doit porter que sur 3 domaines pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur 4 domaines pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc déjà, il y a un choix qui s'opère et qui peut être en faveur de l'entreprise. Après, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que 3 ou 4 domaines sur 9, ça fait déjà un changement énorme pour une entreprise. Ça peut représenter des actions qui ont vraiment de l'ampleur et qui seront vraiment impactantes. Donc voilà, c'est une petite nuance à apporter, mais ça peut quand même apporter énormément de changements pour les conditions de travail des femmes et pour l'égalité professionnelle en général. C'est à nuancer puisque de toute façon, ce sont des mesures et puis des accords qui seront changeants et qui sont forcément tout le temps en cours d'amélioration. Donc, c'est vrai que voilà, il y a toujours des critiques à
à apporter en fait aux outils existants. Et après, il faut s'en servir pour que ce soit productif et pour que ce soit utile par la suite. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques à faire sur ce sujet ou sur d'autres? Peut-être vous pouvez donc reprendre sur les 9 domaines que je vous ai présentés, embauche, formation, qualification. Si vous avez des questions sur un de ces domaines-là ou une bonne pratique à partager avec l'ensemble des participantes et participants, ce sera avec plaisir. S'il n'y a personne d'autre, je vais reprendre la parole. Tout à l'heure, vous présentiez le télétravail comme quelque chose de positif pour l'égalité homme-femme et notamment la répartition entre l'équilibre professionnel-personnel. Est-ce que vous avez des chiffres? Je ne présentais pas ça comme quelque chose de positif. Au contraire, en fait, l'idée, c'est que le télétravail a fait ressortir les enjeux de l'articulation des temps de vie. D'accord. Voilà, parce qu'on s'est vraiment, c'est avec le télétravail qu'on s'est rendu compte de la capacité des femmes à articuler les temps de vie personnels, familiales et professionnels. Et voilà qu'on s'est rendu compte de toute la difficulté d'enchaîner les deux, de pas avoir, d'avoir cette double journée de travail et en plus avec le travail d'avoir les deux domaines qui se mélangent et qui se croisent. Donc il y a des études en cours qui sont qui sont en train de s'intéresser à l'impact du télétravail et de la crise sanitaire en général, des nouvelles formes d'organisation du travail sur l'égalité professionnelle. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner de chiffres puisque c'est des rapports qui sont encore en étude, mais pour l'instant, les premières conclusions ne sont pas positives vis-à-vis de l'impact que ça a eu sur la carrière des femmes et sur l'égalité professionnelle en général. Donc, c'est vrai qu'en fait, le télétravail, ça peut apporter ça peut apporter quelque chose de positif sur l'articulation des temps de vie si c'est bien mis en place, si c'est bien encadré, s'il y a par exemple une charte du télétravail qui prend en compte ces enjeux-là d'articulation des temps de vie. Voilà. Et en fait, c'est vraiment sous condition que ça peut être positif, puisque si c'est mal mis en place, si ces enjeux-là ne sont pas traités, ça peut au contraire défavoriser les femmes qui doivent s'occuper de leurs enfants et puis s'occuper de l'ensemble des tâches domestiques en même temps que faire leur travail puisqu'elles sont présentes à la maison, on va dire. Donc, c'est un peu à double tranchant. Peut-être je vais laisser la parole du coup à Laurence qui a travaillé sur ce sujet Harmonie Mutuelle. C'est vrai que nous, au niveau du télétravail, maintenant, ça fait déjà un petit moment, du coup, qu'on l'a mis en place. Et donc, on a vraiment un retour par rapport à ça. Et on sait effectivement que nos personnels féminins qui, donc, télétravaillent de chez elles, profitent de leur poste pour s'occuper du linge, etc., de tout ce qui est les petites tâches ménagères courantes qui peuvent être faites en 10 minutes. Mais c'est vrai que quand elles ont eu aussi les enfants à suivre scolairement, on a quand même bien vu que c'était principalement les femmes qui prenaient justement cette part aussi de travail et que les hommes se cantonnaient quand même plus à leur monde professionnel tout en faisant la part des choses, alors que les femmes, il fallait vraiment qu'elles mixent un petit peu tout au long de leur journée les deux activités. Et c'était un petit peu problématique parfois. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment travaillé en ce sens, puisque le télétravail va de toute façon rester quelque chose qui va perdurer chez Harmonie, puisqu'on a vu quand même que ça fonctionnait. Donc pour la qualité de vie des personnes, je pense qu'on va le faire perdurer dans le temps, au moins à 2 jours par semaine de télétravail pour ceux qui le souhaitent. Ce sera toujours sur du volontariat, puisqu'il y a quand même des salariés qui préfèrent venir sur site, qui se sentent plus à l'aise et qui arrivent plus à se couper du monde professionnel et personnel. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à faire la part des choses et le soir arriver à couper son ordinateur. Et tout le monde n'a pas un lieu de vie professionnelle chez soi. Donc, on l'a bien remarqué, ça aussi, c'est un peu compliqué par rapport au télétravail. Donc, le télétravail n'a pas que des points positifs, mais c'est vrai qu'il est quand même apprécié par certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des recommandations pour qu'il soit mis en place de manière plus égalitaire ?
Alors l'idée, c'est que déjà, quand vous mettez en place dans une entreprise une charte du télétravail, il faut bien que tous les salariés et toutes les salariées ont conscience des enjeux qui se cachent derrière le télétravail. Donc il faut vraiment mettre en place des temps de travail dédiés pour leur dire que voilà, leur temps de pause, c'est pas forcément le temps machine à laver. Donc il y a une sensibilisation déjà à mettre en place déjà de base pour sensibiliser aux stéréotypes, aux inégalités domestiques, etc. Il y a déjà ce travail-là pour que les salariés, les femmes salariées puissent prendre conscience des risques qu'elles encourent à télétravailler. Donc qu'elles puissent elles-mêmes mettre en place les solutions qui leur conviennent le mieux à l'intérieur de leur foyer. Donc c'est vraiment déjà cette idée-là qu'une fois qu'on est consciente des risques, on peut mettre en place un peu des stratégies pour ne pas tomber dedans, ne pas tomber dans le panneau de voilà, passer l'aspirateur quand c'est l'heure de la pause déjeuner, etc. Voilà, c'est tous ces risques-là. Une fois qu'on en a conscience, déjà, on peut les éviter en partie. Après, il y a des choses à mettre en place aussi dans l'articulation des temps de vie sur la flexibilité du temps de travail. Ça, Laurence l'a brièvement abordé dans le fait d'éteindre son ordinateur, d'éteindre son téléphone, ce genre de choses. C'est vraiment l'idée qu'il y a des temps de travail et il y a des temps personnels et que mélanger les deux, ça peut être compliqué, ça peut être risqué pour la qualité de vie au travail et pour le bien-être au travail en général. Et donc, voilà, il y a une idée de flexibilisation des horaires dans le sens où c'est bien, par exemple, d'avoir en entreprise une heure d'arrivée à 8h, 8h30 ou 9h pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'accompagner leurs enfants à l'école ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a une flexibilisation des temps de travail pour ne pas pénaliser les femmes, c'est une bonne chose, mais une flexibilisation qui va trop loin dans le sens où, voilà, si on prend 3 heures de pause déjeuner et qu'on finit 3 heures plus tard, ça n'a pas forcément un impact positif sur notre performance et sur notre bien-être au travail. Donc il y a tout ce travail-là à faire de penser les horaires de travail, de penser le temps et l'implication qu'on y met aussi pour qu'il y ait vraiment un lien entre la qualité de vie au travail et la performance. Et c'est notamment un enjeu d'autant plus fort pour les femmes, puisque vraiment, il faut qu'il y ait des temps dédiés à la vie professionnelle, des temps dédiés à la vie personnelle, et comment on passe de l'un à l'autre. Donc voilà, il y a par exemple des petits outils qui peuvent nous permettre de se mettre dans l'ambiance travail le matin, de prévoir 5 minutes pour faire une tâche répétitive qui nous permet de faire une coupure entre notre vie personnelle et professionnelle. Et puis, pareil, le soir, d'avoir ce petit temps donc, qui est variable en fonction des personnes et de leurs tâches, mais qui permet de déconnecter et de pouvoir vraiment faire la distinction entre vie professionnelle et puis personnelle, familiale, peu importe. Donc, il y a des petites stratégies à mettre en place comme ça. Donc, il y a, voilà, la formation sur l'articulation des temps de vie reprend tous ces outils. Là, je peux vous en donner quand même certains donc, qui sont faciles à mettre en place. Si vous prenez les 5 minutes le matin pour se mettre dans le bain et 5 minutes le soir pour se déconnecter en faisant une tâche qui vous convient, qui vous permet d'effectuer cette rupture, ça peut être déjà positif. Et puis, comme je vous disais, la flexibilisation des horaires et surtout la sensibilisation des salariés aux stéréotypes de genre et aux inégalités sur les tâches domestiques. C'est déjà une prise de conscience, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Oui, voilà, Laurence en parle dans les chats, c'est que les débuts de journée café, voilà, c'est quelque chose qui est en place dans l'entreprise sans qu'on s'en rende compte et qu'on peut mettre aussi en place en télétravail pour garder déjà ce lien social et puis effectuer cette rupture entre les temps de vie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Avec plaisir. Est-ce que d'autres personnes souhaitent témoigner ou aborder des sujets sur l'égalité professionnelle? Effectivement, il y a plein de sujets. Hein. L'articulation des temps de vie, ça fait partie des 9 domaines, mais il y a encore, voilà, il y a une multitude de sujets que les organisations peuvent s'approprier et sur lesquels elles peuvent travailler.
Je reviendrai juste sur le point du harcèlement, puisque nous, on a vraiment fait la communication en fait par rapport à la mise en place d'une plateforme justement pour annoncer une quelconque gêne à ce niveau-là. Et on a bien insisté en fait sur le fait qu'il n'y avait pas que les femmes qui pouvaient souffrir de harcèlement et que beaucoup d'hommes en fait n'osaient pas du tout en parler. Et donc cette plateforme qui est anonyme au travers de tous les échanges qu'on peut avoir en tant que référente harcèlement, puisqu'il y en a une au niveau des RH et moi au niveau du CSE. Et c'est vrai que cet échange nous permet de constater, on va dire, que certains hommes postent quand même des petites problématiques, ne serait-ce des petites questions envers certaines hiérarchiques. Et c'est vrai qu'on se dit ça peut mettre en exergue un petit peu justement ces relations, puisqu'on se dit toujours le harcèlement, qu'il soit sexuel, harcèlement moral, c'est souvent de l'homme vers la femme. Et bien, on peut se rendre compte, surtout au travers d'entreprises de plus de 5000 salariés, que c'est parfois l'inverse qui peut se produire. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à vraiment parler de toutes ces gênes au niveau du travail, puisqu'on sait très bien qu'il faut sensibiliser aussi la gente masculine, mais tant autant la gente féminine, justement par rapport à certaines pratiques. Bien sûr, en fait, l'idée, c'est qu'avec toutes les mesures de l'égalité professionnelle, ça favorise les conditions de travail de l'ensemble des salariés, puisqu'en fait, tout ce qui est bénéfique aux femmes dans l'articulation des temps de vie, par exemple, ça peut être réutilisé, ça peut être approprié par des hommes, et puis ça peut être aussi bénéfique pour eux, pour leur articulation des temps de vie et pour leurs conditions de travail en général. Si on fait un focus sur la santé et la sécurité, par exemple, avec les postures de travail, ce genre de choses, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus impactées et beaucoup plus atteintes de troubles musculo-squelettiques à cause de leurs conditions de travail, mais c'est quelque chose qui touche aussi les hommes. Et donc, agir sur ça, c'est agir pour l'égalité professionnelle en valorisant les difficultés que connaissent les femmes sur le marché du travail, mais dans tous les cas, ça va bénéficier à l'ensemble des salariés et aux conditions de travail en général. Après, voilà, il y a des problématiques et des enjeux qui concernent spécifiquement les femmes. Je veux dire, il y a un enjeu par exemple, sur les congés maternité et sur le fait que à la fin d'un congé maternité, il y ait un entretien pour revaloriser le temps passé, donc les promotions, les rémunérations, tout ce qui s'est passé pendant le congé doit être rattrapé, si je peux dire, à la fin. Donc, il y a un enjeu particulier pour les femmes, puisqu'il y a seulement 10% des hommes qui prennent leur congé paternité, contrairement aux femmes. Donc, il y a des enjeux spécifiques, mais finalement, ça va bénéficier à l'ensemble des salariés. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que parler d'égalité femmes-hommes, il y a un enjeu social, il y a un enjeu éthique, si on peut dire, mais il y a aussi un enjeu globalement sur le bien-être au travail, sur la performance, et sur les formes d'organisation du travail en général au sein des organisations. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors, si personne souhaite prendre la parole, je vais vous rappeler donc la prochaine matinale RSE qui aura lieu le 14 avril. Donc, c'est chaque deuxième mercredi du mois. C'est une date un petit peu compliquée à retenir, mais bon, peut-être que justement, puisqu'elle est compliquée, on la retient mieux. Donc, chaque deuxième mercredi du mois, la matinale RSE. Le 14 avril, le sujet, ce sera donc la gestion du stress, la prévention des risques psychosociaux, comment les entreprises et les organisations peuvent agir sur cette question-là. On sait qu'en ce moment, tout le monde traverse un petit peu une période d'incertitude, de stress, des conditions de travail qui ne sont pas toujours idéales. Donc, ce sera l'occasion d'échanger avec des entreprises et surtout des personnes qui peuvent mettre en place des formations et vous donner beaucoup de conseils pour agir sur ce stress et puis plus globalement sur les risques psychosociaux au travail. Voilà, donc le 14 avril, vous recevrez l'invitation sur les réseaux sociaux et par mail, puisque vous avez été inscrite à cette première matinale, donc vous recevrez aussi les autres invitations. J'espère que
cette matinale vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive et puis qu'on se retrouvera pour le 14 avril pour d'autres échanges. Et si vous avez des témoignages, si vous voulez prendre la parole sur un des sujets qu'on va aborder pour une prochaine matinale, ce sera avec plaisir. Vous pouvez donc me contacter par mail. Je vous mets mon adresse mail dans le chat. Et voilà, vous pourrez prendre la parole sur ces sujets-là, puisque l'idée, c'est que ce soit un temps d'échange où les entreprises et les organisations peuvent prendre la parole, échanger des bonnes pratiques. Et puis, et voilà, que ça soit bénéfique à tout le monde, qu'il y ait vraiment une synergie autour de ces sujets RSE. Merci pour votre présence, pour votre participation, pour vos témoignages. Et puis, on se retrouve donc pour la prochaine matinale le 14 avril. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous mets mon mail dans le chat. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Je crois qu'il n'y a plus que nous deux et Thierry.